CQFD. Nous allons vous proposer maintenant un long périple pour suivre à la trace les tortues de l'océan Indien. Alors cap sur l'Afrique, vous allez tout au sud-est, il y a Madagascar. Entre l'Afrique et Madagascar, il y a le canal du Mozambique, vous y êtes. Eh bien, les tortues aussi, parce que ce sont de grandes voyageuses marines, capables de parcourir des milliers de kilomètres entre le lieu où elles s'alimentent et leur lieu de ponte. Alors, quels sont leurs chemins de migration? Qu'est-ce qu'elles risquent, en fait, durant leur voyage? Eh bien, Cécile Guérin, des scientifiques de l'île de la Réunion, ont des réponses. Oui, parce que depuis 2007, les chercheurs de l'Ifremer ont équipé de balises satellites plus d'une centaine de ces grosses tortues marines, alors notamment les tortues vertes, qu'ils ont équipées directement sur les îles isolées où elles se reproduisent. Ces îles éparses, alors c'est vraiment des minuscules confettis terrestres parsemés entre le canal du Mozambique, le nord et l'est de Madagascar. Elles ont pour nom Europa, Juan-de-Nova, Moélie dans l'archipel des Comores, Tromelin. C'est des vraiment tout petites îles qui sont parmi les sites de ponte les plus importants au monde. Sur Europa, 10 000 tortues vertes pondent tous les ans. Et dites-moi pas, vous avez eu la chance d'aller là-bas. Non, mais attendez. Hélas, non, mais Jérôme Bourja et Andric Sauvigné, oui, depuis des années. D'ailleurs, ils viennent d'en faire un livre des tortues et des îles qui relatent leurs aventures et celles des scientifiques amoureux des tortues du bout du monde. Un ouvrage qui fait rêver. On a mis des photos sur notre site. Mais bon, si par bonheur vous vous rendez sur l'île de la Réunion, il existe Kélonia, qui est l'observatoire des tortues marines ouvert au public, et c'est là que je retrouve Stéphane Sissionne, qui est directeur de Kélonia, et Jérôme Bourja, le chercheur de l'Ifremer spécialiste des tortues. Alors sur Kélonia, ils ont reconstitué le biotope d'origine de l'île de la Réunion, une plage, du sable, des arbres et dessous un nid. Stéphane Sissionne. Là, c'est le nid de la tortue, voilà. C'est un nid qui a été pondu à la limite de la végétation. Souvent, les femelles viennent pondre à la limite de la végétation parce que c'est une indication pour elles que les vagues vont arriver de façon exceptionnelle à ce niveau-là et donc que les nids vont pouvoir incuber à l'abri des fortes houles, des risques d'inondation et d'érosion. Elles pondent, là on voit, une centaine d'œufs ? Entre 100 et 120 œufs, voilà, ça varie un petit peu en fonction des tortues et des espèces, mais la moyenne, c'est entre 100 et 120 œufs par ponte, sachant qu'une femelle va pouvoir pondre plusieurs fois au cours de la saison de reproduction, 3 à 4 fois en moyenne. Et pendant combien d'années elle va pondre ? Et elle va pondre alors de sa maturité sexuelle qui arrive vers les 15-30 ans jusqu'à la fin de sa vie qui peut aller jusqu'à 60-80 ans. Voilà, donc ça fait une période de reproduction assez importante, sauf qu'elles ne viennent pas pondre tous les ans, puisque comme pour aller pondre, elles reviennent sur leur site de naissance, qui est très éloigné de leur zone d'alimentation. Elles ont besoin de constituer des réserves graisseuses pour faire ces grandes migrations et pour pouvoir produire justement tous ces œufs. Et donc, en général, ça prend entre 2 et 4 ans pour qu'une tortue puisse reconstituer ses réserves. Et donc, les femelles viennent pondre tous les 2 à 4 ans. Et après, la question, c'est sur les 800 œufs, il y a combien de nouvelles petites tortues qui arrivent à survivre ? Alors, c'est la nature, en fait, qui fait bien les choses. Lorsque la prédation sur les juvéniles est importante, les espèces ont réagi en produisant beaucoup d'œufs, beaucoup de juvéniles. C'est le cas des tortues. C'est vrai que 800 œufs, ça paraît beaucoup. Mais au final, il restera une tortue sur 100 maximum qui atteindra la maturité sexuelle. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même une prédation très très importante, naturelle, et qui peut encore être augmentée du fait des activités humaines. Voilà, c'est ce qui pose souvent problème pour la conservation des tortues marines dans le monde. Parce que sur les 800 œufs, entre guillemets, ils vont éclore, certains vont pas éclore, et puis les autres vont aller vers la mer et hop, ils se font bouffer. On va aller un peu plus loin justement. Ouais. Et on arrive ici à un autre diorama qui représente un nid au moment de ce qu'on appelle l'émergence. C'est-à-dire que les petites tortues sont arrivées à terme, elles ont déchiré la membrane de l'œuf et ensuite il faut qu'elles remontent à la surface de la plage. Donc c'est quand même entre 50 et 70 cm de sable à remuer pour pouvoir remonter à la surface. Donc ça implique que les petites tortues soient suffisamment nombreuses pour y arriver. S'il y a une ou deux petites tortues qui naissent, elle n'aura pas toute seule la force de remonter en surface. Par contre, si elles sont suffisamment nombreuses, ça peut être des cohortes de 30 à 80 voire 100 tortues. À ce moment-là, elles vont pouvoir en quelques jours arriver à la surface du sable. Et là, dès qu'elles sont à la surface du sable, il faut qu'elles repartent vers la mer. C'est sur la plage que la prédation est la plus importante parce qu'il y a beaucoup de prédateurs qu'on a représentés. On a des crabes, on a les Bernard l'ermite. Dans l'arbre au-dessus de nous, on a un nid de frégates. Donc c'est des oiseaux prédateurs des tortues extrêmement efficaces qui, heureusement pour les tortues, ne sont actifs que la journée. Voilà, donc quand effectivement les petites tortues naissent le jour et que les frégates sont là, la prédation est de 100%. Heureusement, 90% des naissances se font la nuit quand les frégates dorment. Et à ce moment-là, les prédateurs sont les crabes et les Bernard l'ermite qui sont quand même des prédateurs moins gros et moins efficaces. Vous avez, j'imagine, les deux, Jérôme Bourja et Stéphane Sissionne, assisté
à une naissance en direct. Quelle est la plus belle dont vous vous rappelez, Stéphane Sission? Pour moi, la plus belle, c'est très simple. C'est une ponte qui a eu lieu et une émergence qui a eu lieu devant Kélonia, donc sur une plage de la Réunion. Alors c'est une plage sur laquelle il n'y avait plus de reproduction depuis plus de 60 ans et sur laquelle on a mis en place un programme de restauration de la végétation littorale justement pour essayer de reconstituer un environnement favorable à la ponte des tortues. Et ça c'était en 99 et en 2004 on a une tortue qui est venue pondre 3 fois de suite sur cette plage au pied des arbres qu'on avait plantés. Et depuis, elles reviennent régulièrement à La Réunion. Alors on est à La Réunion très très loin du niveau de reproduction des îles Éparses, puisque la moyenne c'est une femelle par an. C'est-à-dire que certaines années on n'a pas de tortue du tout, et certaines années on peut avoir 2 ou 3 tortues qui viennent pondre. Donc on est sur des niveaux de cheptel reproducteur extrêmement faibles, donc extrêmement fragiles. Mais voilà, grâce à ces programmes de restauration de la végétation littorale, grâce aux programmes de sensibilisation et de protection, on voit quelques signes positifs dans l'évolution des populations de tortues à La Réunion. Et vous, Jérôme Borja, la plus belle? Moi, c'est pas le même contexte. C'est une naissance qui avait eu un petit matin à Europa, un moment de la vie naturelle d'Europa qui est exceptionnel, qui est à la fois dur mais exceptionnel. Donc, il y a eu cette naissance au lever de soleil. Et là, toutes les frégates sont arrivées et donc prédataient en direct ces bébés tortues qui descendaient vers la mer. Donc, d'un côté, c'est très dur puisqu'on voit tous ces bébés tortues qui viennent juste de naître et qui vont être les générations futures, donc se faire manger et prédater. Mais en même temps, on comprend toute la puissance de la nature parce que les frégates sont elles aussi des espèces très menacées et les tortues marines font partie entièrement du régime alimentaire de ces frégates. Et si elles arrivent à survivre depuis aussi longtemps sur l'île d'Europa, c'est aussi parce que l'île d'Europa est un des plus gros sites de reproduction des tortues vertes. Elles se sont vraiment dédiées à la capture des bébés tortues quand ils descendent. Et elles vont venir ensuite régurgiter ce bébé tortue pour leur bébé qui est au nid. Donc on a là vraiment la beauté du cycle naturel où à la fois on paye un lourd tribut. Donc les bébés tortues, ce nid-là, aucune ne survivra, aucune. Mais en même temps, ça permettra à des bébés frégates de survivre et elles, à leur tour, de venir donner naissance à Europa. Bon, Cécile, si les bébés tortues ont la chance de réussir à atteindre la mer, qu'est-ce qu'ils deviennent à ce moment-là? Eh bien, l'aventure continue. Ces bébés partent très loin en pleine mer, dans les déserts océaniques où il y a moins de prédateurs que sur les côtes. Et là, ils grossissent jusqu'à atteindre 5 kilos. Ensuite seulement, ils vont revenir dans le lagon où la nourriture est plus abondante. Et à 5 kilos, ils sont trop gros pour être croqués par un mérou ou une carangue. Il leur faut juste, du coup, éviter les requins lorsqu'ils sortent hors du lagon à marée basse. Mais les tortues sont assez finaudes. Certaines ont des tailles impressionnantes, celles que nous décrit Stéphane Sission dans le grand bassin de Kélonia. Actuellement, on a quatre espèces de tortues dans ce bassin. On en voit une qui respire là. On en voit une qui monte respirer là-bas. C'est une femelle de tortue verte qui fait plus de 200 kg. 4 espèces et 6 tortues différentes. Alors les tortues ont une respiration aérienne, ce qui veut dire que régulièrement, il faut qu'elles remontent à la surface pour respirer. Donc quand on les voit, c'est lorsqu'elles viennent respirer en surface. Ça représente qu'une petite partie de la journée. Le reste du temps, elles sont en profondeur, en apnée, soit pour se reposer. Voilà, encore une grosse caouane là, qui vient. C'est une caouane, ça. Voilà, on a entendu son bruit caractéristique là, lorsqu'elles viennent respirer. Et là-bas, sur la droite, vous avez une jeune tortue olivâtre, voilà, qui est de la plus petite des espèces de l'océan Indien, et des tortues marines d'ailleurs. Comment on les reconnaît? Parce qu'il y a 5 espèces de tortues de l'océan Indien. Chez les tortues, il y a 2 familles principales. La famille des Dermochelidés, qui sont les tortues dépourvues d'écailles. Il n'y a qu'une espèce, c'est la tortue lude, donc c'est relativement facile à identifier. Ensuite, on a la famille des Chelonidés, qui sont les tortues à écailles. Et chez les tortues à écailles, c'est justement le nombre d'écailles qui va permettre de différencier ces tortues. Donc sur la carapace, on compte les écailles, qui sont en général les écailles costales, donc qui recouvrent les côtes. Et suivant qu'on a 4 écailles, 5 ou plus de 6, voilà, on sait à quelle espèce de tortue on a affaire. Après, quand on a un petit peu l'habitude, les formes, les tailles, les couleurs, permettent facilement de différencier. Là, par exemple, c'est olivâtre. Voilà, on a une olivâtre avec dessous une jeune tortue verte. Donc on voit bien la différence de couleur. L'olivâtre qui a une espèce de gris vert olive, et la tortue verte qui, contrairement à son nom, n'est pas verte du tout. Elle est plutôt, pour celle-ci en tout cas, très très sombre, un peu marron sombre. On la reconnaît parce qu'en fait, on a vu des carapaces de tortues qui ont été pêchées. Effectivement, les tortues, surtout la tortue verte, sont des espèces qui sont exploitées un petit peu partout dans le monde. Pour certaines îles, c'est souvent les seules sources de protéines. Donc il y a une utilisation de la tortue qui est très très ancienne, qui date de la création des sociétés humaines.
tant que ça a été une utilisation qu'on pourrait appeler domestique, locale, ça n'a pas trop posé de problème. Par contre, dès que le commerce international s'est mis en place, les quantités et le nombre de tortues récupérées ont été extrêmement importants, d'où l'effondrement des populations au niveau mondial, voilà, sur lesquelles on essaye de revenir maintenant grâce à une législation un peu plus stricte. Et celle-là, c'est quoi là? Une voilà, énorme. C'est la fameuse grosse tortue verte, voilà, qui vient manger. On lui a distribué des légumes et là, elle vient manger juste devant nous. Donc, elle pèse 200. Elle fait 220 kilos cette tortue. C'est vraiment une grosse tortue. Et elle mesure pour avoir, on pourrait dire, le diamètre de sa carapace. Alors, elle fait plus d'un mètre de longueur de carapace, qui est un petit peu l'indicateur de suivi de la taille et de la croissance des tortues. On mesure la longueur courbe ou la longueur droite de la carapace depuis la tête jusqu'à la queue. Et là, on voit justement on a nos soigneurs qui vont descendre dans le bassin pour faire une petite toilette à nos tortues, puisque une petite brosse, ils vont les laver. Brosse, voilà, on va enlever l'excédent d'algues qui peut pousser sur certaines tortues et qui n'auraient pas été consommées par les poissons présents dans le bassin. Jérôme Borja, je sais qu'il y a un mystère dans les tortues, c'est leur âge. Est-ce qu'on sait la plus vieille tortue? Elle est en train de manger, c'est extraordinaire. Les grosses celles-là. L'âge des tortues, ça reste quand même le grand mystère. Parce qu'autant sur un arbre, si on le coupe, malheureusement, on arrive à compter les cernes de l'arbre, on arrive à estimer son âge. Chez les poissons, on utilise les écailles. Et de la même manière, le nombre de cercles le nombre de cernes qu'on va pouvoir observer sur les écailles des poissons vont pouvoir nous donner une indication de l'âge de ce poisson. Mais chez les tortues, ça a toujours été un très grand mystère. Parce qu'on ne peut pas faire aucune de ces approches. Alors ce qu'on est en train d'essayer de voir avec une équipe américaine, là, c'est justement d'utiliser des humérus. Donc quand la tortue est décédée, on récupère l'humérus et on fait pareil des coupes, comme sur un tronc d'arbre, et on va essayer de comprendre à quoi correspond le nombre de cernes qu'on va pouvoir observer au niveau de l'humérus. Ça reste quand même un des grands mystères de savoir, voilà une tortue qui fait comme celle-ci, là, qui doit faire pas loin de 200 kg, quel âge elle a? Parce qu'en fait, la taille et le poids ne sont pas forcément directement dépendants de l'âge. Si la tortue, quand elle naît, elle va se retrouver dans un environnement très riche, elle va beaucoup manger, elle va avoir une capacité à grandir extrêmement forte. Si on prend la même tortue qu'on met dans un environnement où il y a peu de nourriture, elle va avoir une croissance extrêmement lente en fait. Donc on peut dire quoi, 60 ans, mais on sait pas vraiment. Les chiffres qu'on dit, c'est entre 60 et 80 ans. On va dire que c'est un peu la même longévité que l'homme. Elle est reproductive à partir de 15, 20, 30 ans. Ça c'est pareil, on ne sait pas à quel âge la tortue se reproduit pour la première fois. Ce qu'on voit, c'est les plus petites tortues sur la plage. Donc on les mesure. On sait que par exemple pour la verte, c'est à peu près 80 cm de carapace. Mais à quel âge correspondent ces 80 cm? Ça peut être 14 ans, 15 ans, ça peut être 30 ans. Tout dépend en fait des habitats qu'elle a fréquentés juste avant. Et là, on voit le soigneur qui part en plongée sous-marine. Voilà. Il va les approcher. On va faire comme lui, on va aller sous l'eau. On va aller sous l'eau, ok. Voilà, on est descendu sous le bassin, donc on voit maintenant ce bassin sous la surface. Donc la grosse tortue qu'on a vue respirer tout à l'heure, elle est venue se caler ici dans son coin, c'est un peu son lit entre guillemets. Donc elle va rester comme ça en apnée. Quand elle se repose, les tortues sont en apnée. Et c'est des apnées qui peuvent durer plus d'1 heure pour les grosses tortues en apnée. Puis voilà. Elle fait la sieste là en fait. Là elle fait la sieste, ou la grasse matinée. Il est 9h du matin, disons qu'elle fait la grasse matinée. Comment elle arrive à être en apnée pendant 1 heure? Et bien en fait les tortues ont développé des mécanismes physiologiques justement pour économiser l'oxygène. D'abord c'est des animaux à sang froid. Donc elles ne régulent pas leur température corporelle, donc elles vont avoir beaucoup moins besoin d'énergie que les mammifères par exemple. Ensuite, elles ont la capacité de changer le circuit sanguin en irriguant lorsqu'elles sont au repos que les organes vitaux et pas les muscles et pas les nageoires. Ce qui fait qu'elles sont dans une espèce de léthargie qui leur permet comme ça d'économiser l'oxygène. Et puis elles ont un sang qui est très très riche en hémoglobine, un foie qui est très riche aussi en hémoglobine. Voilà, tout ça, ça leur permet de faire des stocks d'oxygène et de pouvoir rester en apnée très longtemps. 1 heure en apnée, hein.
Champion quand même. Hein. Et dites-moi, Cécile, pourquoi est-ce qu'il y a finalement si peu de tortues aujourd'hui sur l'île de la Réunion même? On parle pas des îlots, hein, sur l'île de la Réunion. Ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, dans l'ouvrage justement des tortues et des îles, Jérôme Bourja explique qu'au début de l'arrivée des marins à l'île de la Réunion, il y a plus de 300 ans, l'île était un passage prisé sur la route des Indes et les marins sautaient à cloche-pied sur les tortues pour rejoindre le rivage du village de Saint-Paul. D'accord. Alors du coup, il y en avait énormément, mais ces tortues après ont servi de nourriture et de garde-manger pour les marins en l'eau court. Ils les mettaient sur les navires, ils les mettaient à l'envers, et comme ça, la tortue restait vivante. Oui. Et ça faisait de la viande fraîche pour continuer la route sur les bateaux. Et puis après, la colonisation de l'île par l'homme a décimé les populations de tortues. Mais elles reviennent. Ouais, justement, on a vu tout à l'heure, Cécile, que l'homme, en fait, finalement, a décimé les populations de tortues, mais ça change maintenant quand même. Oui, et justement, à Kélonia, il y a aussi un centre de soins où chaque tortue arrivait et soignée, bichonnée avant de reprendre son voyage en pleine mer. Et nous allons suivre David Atrigo qui donne à manger à de jeunes tortues vertes. Alors, vous allez donner une espèce de pâté. Pour les tortues marines de 2013. C'est quoi comme Là, espèce? C'est des tortues vertes. Okay. Dans ma préparation, j'ai des calamars, des braies mixés avec de la paraffine, des antibiotiques et des vitamines. Et on a mis aussi dedans un peu de calcium. En fin de compte, on a noté par rapport à la carapace, une carence en calcium, ça se répercute par des petites taches blanches sur la carapace. Okay. Et du coup, en intégrant ces calciums-là dedans, ça va les booster un peu plus aussi pour avoir une belle écaille. Alors ces tortues vertes qui ne sont pas du tout vertes mais qui sont marrons, elles sont arrivées là pourquoi ? En fin de compte, la femelle, quand elle est venue pondre, elle n'a pas pu creuser son nid comme elle voulait. L'endroit était tellement rocailleux que exceptionnellement, on était obligé de faire une intervention dessus, enlever les œufs pour les pouvoir mettre dans une plage artificielle du bassin reproduction. Dans le lot, on n'a pas eu de mortalité. On a quand même une qui est borgne côté de l'œil. Ouais. Là, on ne sait pas, peut-être elle a été mangée par soit un bernard-l'ermite, soit des crabes. Et du coup, vous l'avez récupérée pour qu'elle puisse vivre ? Voilà, exactement. Mais dans le lot, ce sera la seule qui ne sera pas relâchée. Et là, comme c'est des sauvages, on ne peut pas les garder éternellement ici, quoi. On va les relâcher dans la nature, mais peut-être pouvoir les équiper de la balise et suivre leur trajectoire. On dirait qu'elle attend la nourriture, là. Hein. Ah ouais, elle attend que ça. La technique que j'ai adoptée, c'est à la cuillère. C'est comme pour les bébés, vous voyez, là. Je vais dire 2 cuillères par tortue, ça suffit, quoi. Elle mange, hein? Ah, elle mange bien. Si je reste là, elle va tout finir. Hein. Très demandeuse. On est vraiment juste devant la plage à Saint-Leu. Quand on les relâche, elles se font pas croquer trop par les requins, là? On essaie de faire en sorte de relâcher un petit peu plus au large pour éviter les prédateurs, mais bon, pour l'instant, non, on n'a pas eu d'attaque sur les tortues. Elle est plus grande, celle-là, hein ? Elle est plus grosse, c'est la plus grosse dans le lot. Et du coup, on était obligé de la séparer, mais quand il n'y a plus de nourriture à la surface, en fin de compte, elle préférait bouffer les autres. Ah ouais, mais ça y va, quand ça mord, quoi. Des fois, on arrive à voir l'os qui passe à travers, que ce soit la nageoire devant ou arrière. Et vous êtes déjà fait mordre en les soignant ? Une fois. Une fois, mais on le sent bien quand même. Hein. Non, mais après, on fait toujours attention, quoi. Éviter de mettre le doigt trop près de sa bec, on va se faire mordre. Et celle-là que vous nourrissez, elle a une carapace qui est tordue ? Celle-là, en fin de compte, c'est une malformation de naissance. Au fond du nid, il y a un trou et il y avait un gros caillou. Et du coup, l'embryon s'est développé autour. Donc, ça a créé cette forme-là, mais ça ne va pas l'handicaper plus que ça. C'est une tortue, elle est en forme. Elle est bossue, coup, mais elle pourra quand même retourner dans la mer. Ouais. Non, les tortues, ça mord pas. Je veux qu'elle me morde. Regarde. Ça mord pas une tortue ? Ben si, ça peut mordre. Et toi, t'en penses quoi ? Ça mord une tortue ? Bah oui, le monsieur avant, il a dit que ça mordait.
Et là-bas, il y a un panneau, ne pas mettre la main vers leur bouche. Ah oui, c'est sans doute qu'elles doivent mordre. Elles ont des dents en tout cas. Hein. Elles se mordent même entre elles. Elles sont dentelées. Il est tellement chou. J'aimerais trop être une tortue. Toi aussi, tu voudrais être une tortue? Non. Pourquoi? Parce que elle risque beaucoup plus que les surfeurs de me faire manger par les requins. Bah, c'est quand même dangereux quand tu sors de l'œuf et puis Mais une tortue à Kélonia par contre. Ah oui, une tortue dans un bassin. Beaucoup mieux des tortues ici. Dans la mer, ça doit être dingue. Les enfants, ils sont fascinés. Hein. Oui, tous les jours, les enfants ils viennent là, ils restent à côté, mais là, je veux dire, à cet âge-là, comme ces jeunes-là, c'est mieux de les prendre petits et de pouvoir les transmettre l'information. Parce que c'est à eux, la nouvelle génération, qui plus tard pourra retransmettre aux autres plus jeunes. Monsieur, c'est quoi le nom scientifique de la tortue verte? Kélonia midas. Nom créole, c'est quoi? Torti. Tortue? Créole, comment on dit? Tortue. Torti. Tortue. Quand une tortue transite sur le centre de soins à Kélonia, elle reste là plus d'1 an ou 2 au moment de relâcher. Tu as toujours un petit pincement au cœur. Une tortue t'a soigné. Voilà, tous les mardis, on descend en bassin pour pouvoir les brosser faute de poisson pilote en bassin. Et voilà, au moment de relâcher, tu as toujours un petit pincement qui te dit que voilà, cette tortue aujourd'hui, elle va partir. Et tous les soins qu'on a fait dessus, c'était super de l'avoir être relâchée. Et puis quand elle a une balise, du coup, vous pouvez la suivre. Ah oui, là, on peut voir exactement sa trajectoire et pouvoir dire que voilà, on l'a relâchée à Saint-Leu, elle se retrouve dans le nord de l'Afrique là-bas. C'est un beau voyage quand même, elle a fait, quoi. Alors ces tortues marines, Cécile, ce qu'il faut dire, c'est qu'elles sont toutes menacées. Oui, elles sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN et parmi les principales menaces, la pêche industrielle, mais aussi la pêche artisanale près des côtes africaines, sans compter la pollution par le plastique et la pollution par des produits chimiques. Alors en ce qui concerne la pêche en milieu pélagique, les longliners qui pêchent le thon et l'espadon à l'hameçon dans la région de l'île de la Réunion récupèrent parfois des tortues kawan. Et pour remédier à ce problème, enfin en tout cas pour récupérer ces tortues, Jérôme Bourja de l'Ifremer explique le partenariat qui a été mis en place. Et donc avec Kélonia, on a monté un projet qui s'appelle Coca Loca, dans lequel on a créé un partenariat avec les pêcheurs. À chaque fois qu'ils capturent accidentellement à la palangre une tortue marine, plutôt que de couper l'hameçon et de la laisser partir parce qu'ils sont interdits de les avoir à bord, ces espèces protégées, on a mis en place avec les services de l'État tout un circuit où en fait ils les gardent à bord, ils les ramènent, elles sont ramenées au centre de soins, dans lequel il y a un veto qui va faire une opération pour retirer l'hameçon. Elles vont ensuite être réhabilitées dans les tanks de Kélonia. Et au bout de quelques semaines, quand elles ont retrouvé un embonpoint normal et une activité normale, on les relâche à l'eau, souvent avec les pêcheurs qui la ramenaient, où les nouvelles générations de pêcheurs sont plus comme les anciennes. Ils ont une vraie fibre pour l'environnement. Ça les embête de capturer une tortue, ça les embête vraiment. Et donc le fait d'avoir ce partenariat entre à la fois des scientifiques, nous, Kélonia, et donc cette activité économique qui est la pêche, on a là un triangle très très bien où tout le monde y retrouve son compte. Puisque nous les scientifiques on pose des balises Argos, on essaie de comprendre d'où elles viennent. Il y a tout le volet sensibilisation et le pêcheur ne passe plus pour le grand méchant qui massacre les océans. Là en tout cas dans le cas des tortues marines, c'est un partenaire pour améliorer la sauvegarde. Alors c'était la grosse question au début, elles sont capturées autour de la Réunion, mais d'où viennent ces tortues? On se disait, le site le plus proche de cette espèce-là, c'est l'Afrique du Sud. On s'est dit, tiens, l'Afrique du Sud, c'est pas très loin de la Réunion. C'est des tortues qui viennent d'Afrique du Sud, en fait, qui à un moment croisent la Réunion et qui sont capturées par les pêcheurs. Donc on a mis des balises Argos. Donc là, on peut aussi les suivre en direct sur Internet où il y aura beaucoup plus de traits que sur ce panneau-là. Donc là, il y a par exemple, on peut suivre Carotte, on peut suivre Just Atao, qui est le nom d'un des palangriers qui nous a ramené cette tortue-là. Josette, Zoé, Vétiver, qui est un autre nom de palangrier, Santudi, etc. Donc on peut suivre tous ces tortues qu'on a individualisées pour voir où est-ce qu'elles vont. Et là, énorme surprise pour nous. Non seulement les tortues ne vont pas globalement vers l'Afrique du Sud, très peu, un nombre très restreint, elles partent toutes vers le nord. Elles traversent l'équateur, ce qui pour une espèce comme ça est relativement rare de faire des migrations transéquatoriales, de passer d'un hémisphère à l'autre. Et elles vont en fait beaucoup plus haut que cette carte-là. Elles vont au niveau de la péninsule d'Oman. Elles vont vraiment dans la mer d'Oman, qui est le plus grand site de reproduction des tortues kawan dans le monde.
Ah d'accord, donc les tortues pêchées accidentellement à la Réunion viennent en fait d'Oman. Très probablement. Alors là, c'est exactement le but du projet Coca-Loca, parce que là, non seulement on fait une approche par satellite, mais aussi de génétique, d'isotopes. On utilise plein d'outils un peu compliqués scientifiques pour essayer de comprendre d'où elles viennent. Mais il est fortement probable que la majorité de ces individus qui ne sont pas encore des adultes, ceux qui sont capturés par les palangriers, c'est ce qu'on appelle des subadultes en stade pélagique, donc ils sont proches de la reproduction, mais ils ne sont pas encore reproductifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore la taille des individus qu'on retrouve sur les plages. Et là, comme par hasard, une fois qu'ils sont capturés, qu'on les a relâchés, on les voit toutes partir vers le nord, avec un couloir migratoire très fort qui part vers le nord comme ça, qui finit en panache au niveau du Yémen, de Oman, de l'Arabie Saoudite. Mais là, ça fait combien de milliers de kilomètres là ? Plus de 4000 bornes. Mais qu'est-ce qu'elles ont dans la tête pour savoir le nord ? Donc là, il y a différentes théories. Chez les oiseaux migrateurs, qui retrouvent aussi de la même manière, ils travaillent beaucoup avec le champ magnétique. Donc là, on sait très bien qu'ils ont une cartographie du champ magnétique qui leur permet de se diriger, de retrouver le site qu'ils visent. Donc chez les tortues marines, c'est très probablement aussi le cas. Mais probablement pas que. C'est-à-dire que quand on perturbe le champ magnétique autour de la tortue et qu'on regarde comment elle va s'orienter pour trouver une île, on s'aperçoit qu'effectivement elle est perdue, mais qu'assez rapidement, elle trouve d'autres moyens de navigation pour retrouver leur site qu'elle vise. Le goût de l'eau, je sais pas. Très probablement l'odorat en fait. Très probablement l'odorat. Ça c'est un facteur qui, en tout cas chez les tortues marines, doit probablement jouer un rôle prépondérant aussi dans le processus de navigation, et notamment quand elles arrivent proches du site, quand elles sont plus qu'à quelques kilomètres, elles ont un odorat très très fin. Elles se mettent souvent sous le vent, et là elles vont remonter les courants d'odeur pour aller rejoindre exactement le site qu'elles veulent. Elles sentent la terre. Elles sentent la terre. Ça reste de l'hypothèse, mais en tout cas, ça n'est pas que le champ magnétique chez les tortues. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, et nous on pense que très probablement l'odorat est un de ces paramètres-là. Des balises pour suivre ces tortues grandes voyageuses. On a vu les tortues marines, on a vu que certaines allaient jusqu'à Oman, faisaient 4000 km, mais là, Cécile Guérin, cette dernière étape, nous ramène dans l'océan Indien, sur les petites îles alentours, autour de la Réunion. Oui, c'était les tortues kawan qui allaient très loin, et là, on va s'intéresser aux tortues vertes, et pour connaître les routes de migration, eh bien, les scientifiques les ont suivies sur les îles éparses, les fameuses Europa, Tromelin, Juan de Nova, et pour un petit peu connaître leur route de migration. Jérôme Bourgeat. Ce ne sont pas des individus qui sont capturés accidentellement par les pêcheurs, mais c'est des individus que nous, on a capturés sur les plages pendant la reproduction. Donc là, on est sur des stades adultes, sur des individus qui vont faire leur migration, site d'alimentation, site de ponte, périodiquement toutes les années. Donc sur chacun de ces sites-là, donc Europa, Juan de Nova, les Comores, Glorieuse, Tromelin, on est allé sur le terrain et on a déployé des balises Argos satellites sur les tortues à la fin de leur ponte. Et voilà, la grande question, c'était où allaient ces tortues-là. Et on s'aperçoit globalement qu'elles vont beaucoup utiliser sur la côte nord du Mozambique, sur la côte de la Tanzanie pour s'alimenter, et notamment aussi beaucoup Madagascar, le nord, et un petit peu le sud aussi et l'ouest. Mais elles se rapprochent des côtes pour aller se nourrir, quoi. Voilà. Alors pourquoi ? C'est assez logique, parce qu'en fait, la tortue adulte verte, elle est herbivore. Donc elle va chercher des grands pâturages, en fait, des grands herbiers de Phanerogame marine, qui sont des plantes terrestres adaptées au milieu marin, pour s'alimenter, parce que quand on fait 200 kilos, on peut bien imaginer qu'on a besoin d'accumuler, de manger beaucoup d'herbes pour pouvoir continuer à croître, et en tout cas faire ses réserves énergétiques pour la saison de reproduction suivante. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que si on prend un petit peu de distance, on s'aperçoit quand même que là, on a un très gros couloir migratoire dans le nord du canal du Mozambique, à partir de toutes les îles du bassin des Comores, donc Moélie, Glorieuse, Mayotte. On s'aperçoit qu'il y a un gros flux d'est en ouest, donc entre ces îles au nord du canal du Mozambique et toute la côte est-africaine. Donc là, on a véritablement un gros couloir migratoire qui nous montre que là, si jamais une pêche doit se développer, typophilie, etc., on aura des gros arguments pour dire il ne faut pas faire ça à cet endroit-là. En tout cas, il faut fermer pendant les saisons de reproduction parce qu'on a énormément de passages de ces adultes de tortues vertes dans cette zone-là. Par contre, on s'aperçoit que là, tout l'est de Madagascar, le sud-est de Madagascar, toute la Réunion, on n'a aucune tortue qui passe. On s'aperçoit qu'au large de la Somalie, il y a très peu de tortues qui passent, en fait. Elles vont récupérer tout de suite la côte et ensuite elles vont migrer le long de la côte. Donc en fait, là, ça vous permettrait de dire, là, il y a vraiment un autoroute à tortues. Attention, essayons de ne pas pêcher dans ce coin-là. Voilà. Exactement. On a une véritable autoroute pélagique en pleine mer qui, là, donc du coup, nous donne des arguments pour essayer de réguler, de mieux gérer les pêcheries hauturières, donc les pêcheries en plein océan. Mais ce qu'on a mis en évidence aussi, c'est qu'on a un très gros couloir migratoire le long de la côte est africaine. C'est-à-dire que la tortue, elle va migrer de Mayotte,
tac, plein ouest, elle va arriver au nord du Mozambique. Mais là, elle ne s'arrête pas. Là, elle va longer la côte jusqu'à un endroit qu'elle estimera être bon comme site d'alimentation. Donc on se retrouve avec un gros couloir migratoire côtier tout le long de la côte est africaine, à peu près à partir du milieu du Mozambique vers le nord jusqu'à la Tanzanie. Or là, on a une activité de pêche artisanale extrêmement importante dans ces pays-là. Beaucoup de pêcheurs qui vont utiliser des petits filets, beaucoup de pêcheurs qui vont utiliser de l'hameçon, des seines de plage, qui, elles, on le sait, ont un impact très important sur les tortues marines. Donc, c'est là qu'il faut faire toute la sensibilisation. Voilà. Donc du coup, là, notre objectif à nous, c'est maintenant qu'on a identifié ces hotspots de diversité pour les tortues marines et de migration, c'est d'essayer d'augmenter notre coopération avec notamment le Mozambique et le nord du Mozambique, pour commencer à sensibiliser, essayer de travailler à ce que ces activités de pêcherie artisanale soient mieux régulées ou soient mieux adaptées pour qu'en fait elles aient un impact minimum sur ces tortues qui pondent dans les îles du canal du Mozambique. Et c'est en cours ou... Donc l'environnement, c'est bien, c'est beau. Malheureusement, de nos jours, on en parle beaucoup et il n'y a pas forcément beaucoup de fonds qui sont dédiés pour ça, et notamment pour la coopération. Mais on y arrive, notamment par la volonté très forte de Kelonia, qui investit beaucoup de temps dans ces coopérations-là au niveau régional. Et petit à petit, voilà, comme le cas de Moélie dont on racontait tout à l'heure, c'est un grand succès, un success story pour les tortues marines et pour les communautés locales là-bas. On espère comme ça arriver à développer d'autres sites, notamment on espère au nord du Mozambique, pour recommencer justement à créer ces partenariats, cette sensibilisation et améliorer la gestion de ces espèces au niveau de la côte est africaine, qui finalement sont des tortues françaises, entre guillemets. Des tortues françaises, mais surtout des tortues marines dans ce reportage de Cécile Guérin, dans lequel on a entendu Stéphane Sissionne et David Atrigo de Kelonia à l'Observatoire des tortues marines de la Réunion. Et là, juste maintenant, Jérôme Bourja, responsable du projet Tortues marines à l'Ifremer de la Réunion. C'est lui aussi qui signe l'ouvrage Des tortues et des îles, voyage au cœur de l'océan Indien. Des photos sur notre site, allez voir. Et puis, si vous avez la chance d'aller à la Réunion, allez passer voir les tortues de Kelonia. CQFD sur la première.